Comme en notre habitude, interrogation. Géostratégie, société militaire privée française, le mercenariat à visage légal, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui arrose d'ailleurs le continent africain. Pour l'heure, nous ne sommes que sur les plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez nos pages pour avoir des notifications. N'oubliez surtout pas de partager au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Peut-on parler de société militaire privée française à l'heure où les prestataires de services militaires américains, britanniques, sud-africains affichent une incroyable prospérité et raflent sur le seul marché moyen-oriental des contrats d'une valeur totale de près de 4 milliards de dollars pour la seule année 2004. L'ambition affichée par certaines entreprises françaises à se mesurer au PMC, entendez Private Military Companies, anglo-saxonnes d'une part, incline à la perplexité et d'autre part, fait s'interroger sur leur capacité, la qualité de leurs services et leurs chances dans un environnement dominé par des sociétés comme Vinel, DynCorp, MPRI, Sandline, Kroll, Task, Cubic, Earth, Scan et bien d'autres encore que je pourrais citer encore ce matin. Mais tout le semblant ne peut être, tout le monde peut-être ne peut pas être au courant, mais les sociétés militaires françaises, privées françaises, prospèrent sur le continent africain depuis des siècles. La France a toujours utilisé des mercenaires pour commettre des crimes, des assassinats et des coups d'État. Oui, mesdames, messieurs, qui ont renversé plusieurs chefs d'État organisés par les mercenaires français, qui sont d'ailleurs légion et sont connus de tous. Que la junte française accuse les autres d'être des mercenaires, ça fait sourire. Et si on parlait, oui, si on parlait justement des mercenaires que la junte française utilise sur le continent africain, on peut difficilement analyser l'émergence des sociétés privées, des services militaires et bien sûr sécuritaires françaises sans dresser un état des lieux du milieu de la décennie 1990. Depuis une trentaine d'années, surtout plus tôt, les mercenaires faisaient de nouveau partie du paysage militaire mondial. Ils avaient profilé des avatars de la colonisation et de la drôle de guerre froide pour reprendre du service et ajouter quelques pages souvent peu glorieuses à leur histoire séculaire. C'était l'époque des Shrams sur le continent africain, de Tavernier, de Hoare et sans oublier le fameux Bob Denard. Oui, qui ne se souvient pas justement de Bob Denard dans les années 70-80? Oui, je parle bien sûr de Bob Denard, utilisé justement par la junte française. Eh bien, conscient des faiblesses du milieu, la junte française et Bob Denard avaient profité de la création en 1978 de la garde présidentielle comorienne pour se doter d'une base arrière permanente, d'un noyau stable de mercenaires en uniforme et d'un cash flow approprié. La garde, équipée et financée par l'armée sud-africaine et par la France, était encadrée par une trentaine de mercenaires francophones. Parallèlement, Bob Denard avait créé une société de services, gardiennage et transport dont les contrats avec la chaîne hôtelière Sun International garantissaient la viabilité. La petite entreprise du chef mercenaire français lui a permis de tenir 11 ans et de mettre sur pied plusieurs opérations périphériques. On parle bien sûr du Tchad entre 1981 et 1982, le Vanuatu qui était justement leur plus grand chef-d'œuvre en 1990, qui ne se rappelle pas de la RCA, sans oublier le coup d'État, on va le dire comme ça, de la Saint-Sylvestre. L'expérience comorienne de Bob Denard a tourné court au moment où les anglo-saxons structuraient le milieu du mercenariat traditionnel et créaient les premières grandes sociétés militaires privées. Oui, la France a joué d'ailleurs au premier plan sur le continent africain avec les mercenaires. Et jusqu'à preuve de contraire, la France a inondé le continent noir de mercenaires. Des mercenaires qui travaillent justement pour la France, financés, entretenus par la France, mais parfois, il n'y a pas seulement eu des bons moments, il y a aussi eu de très mauvais moments. Géostratégie, société militaire privée française, le mercenariat à visage légal, en tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Gelongos. Je dis bonjour à vos techniciens.
Je dis bonjour à vos téléspectatrices, vos téléspectateurs qui nous regardent, qui nous apportent chacun à son niveau des contributions intellectuelles naturellement, dans le cadre de cette dynamique qui est la nôtre, qui est la leur, la dynamique panafricaniste en vue de la conscientisation, de l'éducation justement des masses, parce que vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas vous engager dans un paradigme d'émancipation si vous n'êtes pas cultivé, si vous n'êtes pas politiquement formé. Donc merci à toutes ces contributions. Comme je l'ai dit, je vais commencer mon émission par, comme mon habitude, par un coup de gueule. Et vous vous souvenez, en 2006, je pense, c'était le décès d'un haut commis de l'État, directeur général d'une banque de la place. Il s'appelait Étienne Ntcham, je crois que vous l'avez connu. À l'époque, c'était la BISEC, qui s'agit encore. Vous savez pourquoi est-ce que ce monsieur est décédé? Vous allez me le dire forcément. Ce monsieur est décédé déçu d'une négligence, pas médicale, mais du fait que le visa français ne lui avait pas été délivré pour son évacuation en France. Et nous savons justement qui était derrière justement. Et vous savez qui a refusé de lui délivrer ce visa? L'ambassadeur de France du côté Niger aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est un problème sur lequel nous devons revenir, mais c'est pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici encore, ce matin pour cette édition de Parole aux panafricanistes. Et notre interrogation, Albert Anatola, ici, géostratégie, société militaire privée française, le mercenariat à visage légal, jusqu'à preuve de contraire. Depuis l'arrivée des instructeurs russes sur le continent africain, la France, via ses médias mensonges, n'a pas arrêté justement de parler des mercenaires de Wagner. Mais pourtant, le mercenariat français existe sur le continent africain depuis des décennies, pour ne pas dire depuis des siècles. Écoutez, Steve Zilongos, la thématique que vous mettez en débat ce matin pose fondamentalement deux problèmes. Le premier problème, c'est la sous-traitance des opérations militaires sur le continent africain, de manière particulière, en Asie du Sud-Est, entre autres. La sous-traitance des opérations militaires à la fois par Washington, par Paris, par le Royaume-Uni, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, et les autres. La deuxième problématique que ça met en débat, c'est le narratif qui est porté depuis quelque temps par Paris et l'Union européenne en ce qui concerne les instructeurs russes qui sont désormais déployés sur le continent africain et qui sont appelés par les autres des mercenaires. Je voudrais vous convoquer quelques éléments factuels pour étayer mon propos en ce qui concerne la sous-traitance, n'est-ce pas, des opérations militaires sur le continent africain. Je voudrais, pour que cela soit bien compris des téléspectateurs, vous faire observer qu'après les États-Unis, la France est au moins le deuxième pays au monde à avoir sur le continent africain et en dehors du continent africain, plusieurs sociétés militaires privées. Quel est leur job? Leur job, c'est de fournir la logistique. Si vous avez besoin des avions, ils vous les fournissent, puisqu'ils travaillent, la plupart de ces sociétés sont contrôlées par le ministère des Armées. Pourquoi? Parce que l'État français les finance, au moins assuré à 50%. En ce qui concerne par exemple le groupe DCI. DCI, oui. C'est-à-dire, voilà. Donc, vous avez Salamandre, vous avez Oedipe Group, vous avez Anticipe, vous avez DCI que nous avons déjà convoqué, vous avez Nice Defense, entre autres. Vous avez Gali Security, qui a eu à faire des opérations bizarres du côté du Mali sur Ibeka, Ibrahim Boubacar. Avec la complicité du PNUC. Voilà, et justement, dont les opérations étaient financées par le Paris mutuel urbain du Cameroun. Il s'agit donc, très souvent, des retraités, entre guillemets, de l'armée française, qui sont recyclés dans les activités de mercenaires et qui, soit sont engagés sur des fronts comme en Ukraine, parce que lorsque le front voisin n'a pas envie de
de s'engager dans un théâtre d'opération en visage découvert, sollicite donc l'expertise justement de ces sociétés-là pour soit aller au front, soit faire pour l'entraînement, pour la formation, pour la logistique ou bien pour le financement. Je voudrais vous rappeler que toutes ces sociétés, du moins c'était une société qui vient de citer, sont affiliées à l'armée, au ministère des Armées et sont contrôlées par la DGSE française. Donc, il s'agit des activités clandestines. Ils opèrent dans les activités d'infiltration, dans les missions d'infiltration, c'est-à-dire des missions clandestines, dans les missions de formation, dans les missions d'équipement, dans les missions d'assistance, dans les missions de protection, dans les missions de coup d'État, ça il faut le dire. Et interviennent au niveau de l'armée, au niveau de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marée, tout ce que vous voulez. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, lorsque vous suivez le narratif des amplificateurs d'un autre genre, que je me réserve de prononcer le nom ici, ça donne l'impression, on a l'impression que les Russes sont les théoriciens à la fois des guerres par procuration au travers des sociétés militaires privées, c'est-à-dire l'expertise des mercenaires, mais alors que la France a une très grande tradition d'activité clandestine. Tout à l'heure, vous avez convoqué Bob, mais Bob Denard, c'est récent. Mais avant Bob Denard, je voudrais quand même vous rappeler que DCI quand dit avoir été créé en 2000, a été créé en 1974, avant son éclatement, pour être absorbé par une société privée en 2000. Donc, et ça compte pas moins de 1074 collaborateurs à travers le monde. Quand on parle de collaborateurs, vous comprenez ce que ça veut dire. Exactement. Et qui sont spécialisés dans quoi? Des missions d'infiltration, d'activités, de missions clandestines, les missions d'assistance, les missions de coup d'État, comme il n'y a pas très longtemps. Nous avons débattu d'une thématique ici portant sur non seulement la violation de l'espace aérien centrafricain par un aéronef clandestin qui a bombardé des cibles à la fois civiles et militaires. Mais ce sont leurs activités. La même chose s'est passée du côté du Mali, la même chose va se passer du côté du Burkina Faso. Et ils vous diront, non, ils ne sont pas au courant. C'est la même chose qui s'est passée au Tchad avec l'assassinat n'est-ce pas, ce sont les mêmes éléments. J'ai eu à vous le dire sur notre tribune que c'était la DGSE. Lorsqu'on parle de la DGSE, ce sont les barbouzes, qui sont des mercenaires, qui sont utilisés parce que quand on ne veut pas s'afficher, c'est comme ça que ça fonctionne. Actuellement, ils sont engagés en Ukraine, n'est-ce pas? Mais depuis là, les médias vous parlent seulement des faits d'armes du groupe Wagner en Ukraine, mais ils ne vous disent pas que leurs mercenaires sont également en Ukraine pour entraîner les Ukrainiens au maniement d'armes qu'ils ont fournies en Ukraine. Ils ne disent pas que leurs mercenaires sont également engagés sur le théâtre des opérations. Ils ne vous diront jamais ça. Donc, c'est important d'aller, de faire souvent, lorsque ces gens commencent à vous parler de quelque chose, très souvent ils ont un problème. C'est celui qui dit qui est. Non, ils ont un problème. C'est que lorsque vous reprenez à votre compte leur façon de faire, ça leur pose un problème. La preuve, c'est que lorsque vous commencez à mener la guerre médiatique, que nous avons engagé contre eux, vous commencez à entendre le narratif de ils sont stipendiés par la Russie, ils sont stipendiés par la Chine, ils sont stipendiés par la Turquie. Wagner est en train de piller la Centrafrique, Wagner est en train de piller le Mali. Mais eux, ils faisaient quoi? Ils font quoi quand ils sont sur le continent africain? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font au Congo depuis plus de 20 ans? Qu'est-ce qu'ils font? Ils faisaient au Mali avant leur départ. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Centrafrique? Qu'est-ce qu'ils font au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils font au Gabon? Qu'est-ce qu'ils font au Niger? Ils font exactement la même chose qu'ils reprochent aux autres de faire. C'est ce qu'il est question. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte géopolitique qui est en pleine mutation, il faut qu'on se comprenne sur deux choses. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, que la thématique que vous mettez en débat pose deux problématiques fondamentales, à savoir la sous-traitance des opérations militaires. Mais lorsque vous sous-traitez, pourquoi est-ce qu'on a besoin de sous-traiter une opération militaire alors que vous avez des forces de défense régulières? Ça veut dire que vous êtes engagé dans les activités clandestines de sabotage, de déstabilisation, d'instrumentalisation. Est-ce qu'on a besoin de sous-traiter des opérations militaires? Non, du tout. Et en plus, je vous ai également convoqué le narratif qui consiste à présenter le choix
stratégie de certains pays du côté du continent africain comme étant le choix des mercenaires et non de partenaires stratégiques fiables. C'est ça qui est la question. Mais avant, pourquoi est-ce que la CIA, pourquoi vous avez certains présidents africains qui sont des agents de la CIA? Est-ce que la CIA a une existence connue et légale sur le continent africain? Non. Nous en connaissons. Vous avez des gens sur le continent africain qui agissent sur les aéroports d'hommes politiques, mais qui sont des agents de la CIA. C'est quoi leur activité? Est-ce que leur activité profite, leurs activités profitent au peuple africains, non, au continent africain, à leurs États, pour qui travaillent ces infiltrés, des agents de la CIA? La question est là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous avez donc, ce genre de narratif qui est porté par ces amplificateurs, qui fourguent les armes en Ukraine, je parle de Washington par exemple, mais qui refusent que l'Iran fasse la même chose du côté de la Russie, vous avez un problème. Albert Natolet, ici, nous avons justement retrouvé un flyer venant de DCI. Vous me permettrez de lire ce qui est dessus. D'ailleurs, je le donnerai volontiers pour que vous le voyez vous-même. Mesdames, messieurs, DCI déclare, voici notre stratégie. C'est pas moi qui le dis. Le plan stratégique 2020-2025 du groupe DCI, validé par le ministère des Armées, conforte DCI dans ses missions et renforce son statut unique avec une participation de l'État français portée à hauteur de 55% fin 2019. Nos 4 axes stratégiques pour s'adapter aux évolutions des besoins de nos partenaires sont 1. Renforcer le soutien export aux industriels, grands groupes comme PME et TI, en construisant des offres globales via des relations partenariales équilibrées et en développant nos prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, armement, on appelle cela AMOA, A-M-O-A, en qualité d'opérateur de référence de la DGA. 2. Délivrer des formations académiques et opérationnelles d'excellence en modernisant nos cursus et outils, en développant l'accès aux plateformes numériques, e-learning et en la stimulation ainsi qu'en renforçant la sécurité et l'accompagnement de nos stagiaires dans le contexte sanitaire actuel. 4. Développer les activités d'entraînement de mise à disposition de moyens, d'opérations de flotte ainsi que le soutien pour renforcer l'accompagnement de nos partenaires à l'étranger comme en France. Et puis enfin, investir dans de nouveaux domaines en forte croissance comme les drones, la cyberdéfense et l'espace. Une réaction après cela? Bien évidemment, notamment, c'est un peu que je dis une réaction. Vous avez donc sur le continent africain, M. Steve Junongos, notamment en ce qui concerne les pays où nous connaissons justement les théâtres d'opération. Vous avez donc, comme au Mali, qui vient de suspendre, n'est-ce pas, les activités des ONG françaises, mais vous savez que ces ONG-là sont portées par qui? Ce sont des mercenaires. Exactement. Vous avez des gens qui vous sont présentés comme étant des touristes, ce sont des mercenaires. Vous avez des gens qui vous sont présentés comme étant des humanitaires, mais ce sont des mercenaires qui les portent justement, qui sont infiltrés, qui viennent sur la bannière, la couverture. C'est leur couverture. Vous avez des gens qui viennent sur votre continent comme sur la bannière des diplomates, c'est des mercenaires reconvertis en diplomates. Vous avez des mercenaires reconvertis en médecin, en infirmier, en aide-soignant, en humanitaire. Vous avez des mercenaires qui sont reconvertis en ingénieurs. Ça pullule dans nos espaces de vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils vous ont dit qu'ils ont, sur leur page Facebook, je crois, sur leur site internet, ils disent qu'ils ont pas moins de 2800 stagiaires, la DCI. Vous dites qu'elle a environ 2800 stagiaires au travers le monde. 900, plus de 1074 collaborateurs au travers le monde. C'est beaucoup, hein? Énorme. Mais ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je pense que c'est plus. Et ça ne concerne que la DCI. Lorsqu'on parle de DCI, c'est Direction Contrôle International. Je pense que c'est ça que les Direction Contrôle International. Tout à l'heure, je vous ai cité Salaman, d'autres sociétés privées, d'autres sociétés militaires privées. Vous avez Salaman, vous avez D Group, vous avez DCI, vous avez Gali Security, vous avez Anticipe, entre autres. Vous avez ENIAS Group. Donc, ils sont nombreux. Ça dit, je vous ai dit qu'après les États-Unis, c'est la France qui compte le plus grand nombre de sociétés militaires privées au monde. Et la plupart sont déployées à l'extérieur.
Faites donc attention quand vous voyez, quand on vous présente un mercenaire de RFI comme étant un journaliste. On vous présente un mercenaire de France 24 comme étant un journaliste. Ils les recyclent, ce sont des mercenaires, ils sont recyclés comme tels. Mais en réalité, ils ont une activité, ils ont des activités. Ils sillonnent votre territoire avec des caméscopes, des caméras, ils font des prises de vue. C'est important de le savoir. C'est leur job. Donc, ce qui nous amène à faire un plaidoyer auprès de l'opinion publique, notamment à l'endroit de la jeunesse africaine, d'être vigilante. Je l'ai dit sur notre plateau, à savoir que dans le contexte actuel de libération de l'Afrique, des projets de recolonisation de l'Afrique, il est important que dans les États où nous avons des patriotes, des nationalistes à la tête de nos États, qu'on mette en place des armées populaires pour assurer la défense de nos territoires, qui vont être un soutien à aux éléments de l'armée régulière, comme ça se passe au Burkina Faso. Parce qu'à un moment donné, ça doit se passer comme en Italie. En Italie, chaque citoyen est un policier. Chaque citoyen est un policier. Lorsque un mercenaire arrive déguisé en souteneur, ça devient un prêtre, parce qu'ils sont pleins aussi comme ça, notamment en ce qui concerne, que ce soit au niveau de l'Église catholique et les autres obédients religieux, vous en avez qui viennent sur le continent africain sous la carapace, n'est-ce pas, des religieux. Mais là, c'est des mercenaires. C'est comme ça que ça fonctionne, monsieur Tuzilongos. Ça fonctionne comme ça. Ne soyez pas surpris. C'est comme ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que dans le contexte, comme je l'indiquais tantôt, de la libération de l'Afrique, il faut que chaque citoyen devienne un soldat, qui devienne un policier pour surveiller tout le monde, surtout ceux qui viennent nous faire croire qu'ils nous aiment plus que nous-mêmes et qui sont soucieux de notre avenir plus que nous-mêmes. Ce sont des aberrations inutiles. Donc, je crois que quand vous déroulez cela, je vous ai dit tout à l'heure que ça ne concerne que la DCI. Vous avez une autre multitude d'agents, pas seulement le CODEM, mais ils utilisent même les mélanodermes. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez des Camerounais qui sont des agents de la CIA, vous avez les Nigériens, les Gabonais, les Centrafricains, vous avez les Tchadiens qui sont agents de la CIA, qui travaillent contre les États. C'est ça le problème. Et je pense qu'il faut absolument les débusquer, ces individus-là. Ils les appellent les traîtres. Parce que la réciprocité ne peut pas exister. Jamais. Les Américains ne pourront jamais accepter qu'un étranger travaille contre leur pays, contre les intérêts de leur pays. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent les autres populations, les autres races, contre leurs États, contre les intérêts de leur État, pour travailler pour leur compte? Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, j'aime le citer, le combattant Che Guevara. Che Guevara disait que lorsque vous êtes engagé dans une révolution, vous devez mettre dans votre main 10 balles. 9 balles pour les collaborateurs, c'est-à-dire qui sont considérés comme étant vos frères, mais qui sont des traîtres, et 1 balle pour, n'est-ce pas, ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire les étrangers. Parce que sans ceux qui sont, sans les collaborateurs, ceux qui sont autour de vous, sans ceux qui sont autour de vous, oui, l'étranger ne peut pas avoir accès à vous. Lorsque nous regardons la plupart des assassinats qui ont été perpétrés contre des nationalistes au travers du monde, quelle est la main que l'ennemi a utilisée? L'ennemi a utilisé la main du camarade politique, l'ami du frère, l'ami du cousin, qui a assassiné, qui a livré au Myobe dans le contexte camerounais. C'est son frère, non? Oui. Son camarade politique et frère. Qui a assassiné, qui a livré Patrice Emery Lumumba? C'est son frère, non? Un agent de la CIA. Qui a livré Kadhafi? Qui a livré Sankara? Qui l'a tué? Donc, c'est comme ça. Donc, il faut donc faire très attention. Il faut encore être plus prudent avec votre frère qu'avec les étrangers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour chuter en ce qui concerne ces points, il faut donc, dans notre dynamique de lutte, nous devons avoir 10 balles d'enseignement, 1 pour les étrangers, 9 pour les collaborateurs. 9 pour les collaborateurs. Il faut également préciser que le mercenariat français existe sur le continent africain depuis 1930. On parle bien sûr de l'époque des Shrams.
parce que forcément ceux qui n'étaient pas encore nés à cette époque, mais bon, c'est l'information. Tavernier, il y avait également Howard, et sans oublier le fameux Bob Denard qui a fini justement dans une prison. Oui, non, le que vous finissez dans une prison, ça veut dire que c'est comme dans un théâtre, dans un film, vous avez terminé votre rôle, on vous met hors jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont utilisé les gens, dans le contexte de l'apartheid en Afrique du Sud, qui était la tête de proue, c'était la CIA. Et qui gérait la CIA? C'était les Sud-Africains. La plupart étaient des Sud-Africains qui étaient les têtes de proue pour justement mater le propre frère. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme il l'indiquait tantôt, il faut donc que Paris essaie de nous faire croire que la Russie est le seul pays qui maîtrise, qui est en train de terroriser les activités de mercenariat. Paris est dans cette activité depuis Mathusalem. Donc, il faut changer de logiciel parce que nous connaissons exactement qu'ils n'aiment pas qu'on reprenne leur méthode. Quand vous proposez leur méthode, parce que apparemment ça marche, et ça leur pose un problème quand ça marche contre eux, mais quand ça marche contre les autres, ça n'a aucun problème. Ça ne suscite aucun problème, aucune indignation. Mais dès lors que ça marche, ça joue contre leurs intérêts, ça devient un problème, comme actuellement sur le continent africain. De plus en plus de pays vont justement du côté russe dans leur choix stratégique. Chacun va désormais choisir justement la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie n'a pas une tradition de colonisateur sur le continent africain. Je ne connais pas quel crime la Russie a perpétré sur le continent africain. Mais par contre, les crimes de l'Union européenne sur le continent africain, on ne peut pas les compter. Les crimes français sur le continent africain et en dehors du continent africain sont innommables et incomptables. Les crimes des États-Unis, donc de l'OTAN avec les États-Unis, c'est des millions, dis bien des millions de citoyens qui ont été tués par ces gens-là qui prétendent respecter, je dis bien respecter les droits humains et respecter le droit international, qu'ils foulent au pied naturellement et allègrement quand c'est les champs. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes engagés, vent debout, pour la révolution. Et il n'y a pas de révolution qui tienne sans renverser certains paradigmes. Il est important que le narratif qu'ils sont en train de mettre en place soit démantelé, démonté, comme nous l'avons fait. Merci à vous, Albert Latola, ici d'avoir été nôtre. Ça fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, pour croire le bien, un seul témoignage me suffit. Il m'en faut 100 pour croire le mal. Sur ce, nous vous disons à très bientôt. Passez une agréable journée.